Écoute, je suis José Nzolanin Dofosu. Je suis né à Kinshasa. Je suis passionné de la culture, de l'histoire. Et ma passion pour l'histoire, j'ai cherché un domaine d'histoire où je devais travailler de plus et j'ai choisi la rumba. La rumba pour une simple raison. Pour beaucoup, la rumba c'est la danse et de la musique. Mais pour moi, la rumba c'est plus que ça. C'est toute une culture. C'est aussi, la rumba résume un peu l'histoire des Noirs. La rumba est aussi, participe aussi à la mémoire de l'esclavage, la mémoire des peuples noirs, tout simplement parce qu'on a voulu faire disparaître la culture africaine de l'autre côté de l'Atlantique, mais ça a survécu par la culture. Quand je dis la culture, dont la rumba fait partie. Et la rumba essaie aussi de faire les passerelles entre les Africains de part et d'autre de l'Atlantique. C'est ainsi que, à partir de la rumba, j'écris des livres sur la rumba, mais en grattant bien, sous prétexte de parler de la rumba, je parle de notre culture. Parce qu'on voit toujours notre culture comme si nous, les Africains, on devait nous apporter de la civilisation. Alors qu'avant l'arrivée des Européens, il y avait des royaumes, il y avait des empires. En tout cas, il y avait des organisations étatiques bien établies. Alors pour des peuples qui ne sont pas civilisés, avoir des organisations étatiques bien établies, ça pose question. C'est ça que je travaille donc à travers mes livres, à travers mes émissions des radios, ces fréquences Paris Pluriel, au son de la rumba et les miroirs, à travers mes conférences, mes exposés et tout ça. Et tout ce qui est bon pour transmettre nos messages, je prends. Alors pour ce qui me concerne, j'ai exposé 2 séries. Il y a effectivement ce personnage qui est derrière, le gardien du temple, qui montre un peu trois cultures, l'esthétique occidentale, la culture africaine, et puis ça rappelle aussi le monde, je dirais, asiatique, le monde de l'Asie. Donc voilà, on retrouve effectivement ce personnage qui tient une sorte de sceptre, qui protège un peu nos traditions ancestrales. Et donc on peut voir ce personnage avec des sarouels autour de sa ceinture, ces éléments de protection. Et voilà, on voit bien la majestuosité qui est mise à l'honneur, et la force, la puissance et en même temps la grâce. Vous savez, on a encore du chemin à faire. Mais cette loi Taubira n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'un début. Mais nous, on doit continuer. Le travail de la mémoire, c'est très important. Un peuple sans culture, c'est un peuple sans racines. C'est avec le travail de la mémoire, on sait d'où on vient. Et comme ça, on sait où on va en évitant les erreurs du passé. Vous voyez, c'est ça. Mais quand je dis ce n'est qu'un commencement, il y a des travail à faire. Parce qu'il y a certains qui écoutent encore et qui intègrent les discours de Babylone. Comme disait quelqu'un que tu connais très bien, il disait, c'est quelqu'un-là, c'est Greg Germain que tu connais, et il nous a dit une fois à la radio, il dit, dans les histoires des chasses, c'est toujours le chasseur qui est vainqueur. Les jours où le lion écrira son histoire, on ne verra plus les histoires de la chasse de la même manière. C'est à nous, les Africains, quand je dis Africains, les Africains, partout où ils sont, en Europe, en Afrique, aux Amériques, d'écrire notre histoire avec notre vision. Le travail de la mémoire participe aussi à ça. Et souvent on attend, oui, c'est du passé. Passons à autre chose. Et l'histoire est nécessaire pour nous permettre de préparer l'avenir. Le travail de mémoire est très important. Et la loi Taubira,
qui a été ministre, en tout cas une des meilleures ministres de la Ve République, n'a pas été épargnée, à part Babylone. Mais elle a tenu bon, elle tient toujours bon. Voilà. Et il n'y a pas que Taubira. Avant même la loi Taubira, il y a des gens qui, un peu partout, qui travaillent déjà sur la mémoire. Et quand je dis que c'est un début, on doit continuer. Le 25 mars 2026, les Nations Unies, sur proposition du Ghana, a voulu que l'esclavage soit qualifié des plus graves crimes contre l'humanité et puis qu'on restitue nos biens culturels. Je dis biens culturels, je ne dis pas des œuvres d'art. Des biens culturels qui nous ont été pillés. Pourquoi je dis biens culturels? C'est parce que ce qu'on appelle une notion de l'art. En Afrique, l'art est fonctionnel. Mais ici en Occident, c'est plus esthétique. Vous verrez une statuette bien sculptée, bien décorée. Ah, c'est beau. Mais chez nous, peut-être cette statuette symbolise, par exemple, un épisode de la société ou signifie quelque chose. Les tatouages, les marqueurs, c'est des messages, ainsi de suite. Alors, avec la résolution des Nations Unies, il y a 3 pays qui ont voté contre. Et ces 3 pays, ça ne m'étonne pas. Et il y a l'Europe qui nous parle des civilisations qui se sont abstenues, plus 2 pays africains, pour dire qu'on a encore du chemin à faire. Même des pays qui ont été victimes de traite négrière, qui s'abstiennent, si une résolution comme ça, on a à se poser des questions, on a envie d'applaudir s'il la joue de certains voisins. Reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité, je pense que c'est un fait majeur et qui marque justement, je dirais, la reconnaissance de ce moment, je dirais, douloureux de l'histoire du monde noir, et que cette femme ait mené ce combat avec ses pairs pour porter une loi comme celle-là reconnue par, je dirais, la nation, par la France, je pense qu'elle est importante. Il faut que nous nous approprions, je dirais, ce moment solennel et que nous fassions en sorte que dans la transmission des valeurs aux jeunes générations, nous puissions aussi leur montrer que l'histoire, elle est dialectique, mais en même temps, elle a été faite justement des moments douloureux, mais c'est à travers les luttes, les combats qu'on arrive à arracher, je dirais, sa liberté. Et cette femme, je pense qu'elle mérite honneur et respect. Nous sommes dans on n'est pas considéré de base. Qu'il y ait une loi ou qu'il y ait... Les choses vont évoluer effectivement, mais je trouve que les portes à un moment se ferment. Certaines s'ouvrent, mais il y a quand même un arrêt. Voilà. Je ne trouve pas qu'il y ait vraiment de considération et qu'il y ait d'équité par rapport à cette loi ou à ces lois qui ont été décrétées, quoi. Il y a la loi de Taubira, il y a la loi du CM 98 décrétant une journée du 23 jours en mémoire des aïeux esclaves. Il y a cette journée-là. Il y a des journées qui ont été décrétées pour l'Haïti. Mais voilà, c'est pour moi, c'est important, mais c'est juste c'est symbolique pour certains. Enfin, c'est symbolique, c'est juste le geste, c'est un geste qu'ils ont fait et puis ça reste symbolique, mais pas plus, quoi. Vis-à-vis de la loi, non, j'espère à rien. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'il y ait, par le biais d'une loi ou non, un respect des peuples, un respect de tout un chacun. Et est-ce qu'il faut absolument des lois pour ça? Je ne sais pas. Ça reste à l'intelligence humaine de pouvoir discuter de ça et de faire en sorte que ça soit comme ça. Mais voilà, la loi Taubira, comme
comme certains, c'est intéressant, c'est bien, ça a fait évoluer les choses, mais c'est pas une finalité en soi. Nous sommes habités bien sûr par l'écriture, absolument, mais l'écriture n'est que, bonjour, l'écriture n'est qu'une restitution de la parole. La parole est le lieu premier, d'accord? Et nous avons besoin de travailler cette tradition orale. Et par exemple, toutes les disciplines qui surgissent aujourd'hui autour de la parole, c'est fondamental, je crois, parce que l'outil numérique est certainement très intéressant, l'écriture c'est certainement très intéressant, mais une parole qui est intégrée est une parole qui peut rester, qui peut être transmise. Vous savez qu'une coupure de courant fait qu'on n'a plus de matériel électronique, etc. Et que tout ce que vous auriez engrangé ou tout ce qui fonctionnerait avec de l'électricité serait donc perdu. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut revenir à cet univers de la parole, cet univers de l'oralité, et faire en sorte que déjà au niveau éducatif, qu'on puisse prendre la peine d'être efficace dans l'usage de cet outil-là. Parler, savoir parler, redonner de l'espace à notre capacité de mémorisation et pour transmettre. Nous savons très bien que beaucoup de ce que nous savons aujourd'hui, ce sont souvent les anciens qui nous ont transmis ces parts de connaissances, qu'importe le domaine, mais ils l'ont transmis à partir de leur connaissance, de la maîtrise qu'ils avaient de cette science conservée dans la tête. D'accord ? Ne négligeons pas cet aspect-là. Parler, apprendre à parler, travailler l'art oratoire, échanger, créer des espaces où la parole se dit. Que la parole se lise, c'est parfaitement bien, mais j'appuie et j'insiste sur les endroits où la parole se dit, se porte, se projette, se construit, se crée dans l'espace. Ça me paraît fondamental. Le lieu de l'oralité. C'est pour ça que donc, je suis poète, donc j'écris bien sûr, mais ce qui est écrit a besoin d'être entendu et d'être dit pour que d'autres le reçoivent. La loi Taubira. Très bien. D'abord, c'est une sorte. C'est-à-dire, la loi Taubira, c'est un aboutissement. Avant cette loi, il y a quand même tout un travail de prise de conscience, tout un combat pour que les injustices fondamentales qui nous ont frappés en particulier l'Afrique, l'homme africain de la diaspora, il y a quand même eu toute une longue histoire de lutte qui nous ont amenés à ce moment particulier qui va se cristalliser à travers cette loi Taubira. Faire reconnaître ce que jusqu'à présent on choisissait de taire. En gros, pour dire cela. Et donc je crois que c'est un moment de passage. Ce moment-là constitue l'instant où on ne dira pas nous ne savions pas, où la nation ne pourra pas dire elle ne savait pas, ou plutôt où l'enfant du monde, l'enfant français et français en général, ne pourra pas dire je n'avais pas d'éléments pour connaître cette part d'histoire-là qui se cristallise donc à travers cette loi qui reconnaît que les hommes sont entrés en relation et par le choc et ça a donné un crime où on a pensé qu'on pouvait objectiser des humains, qu'on pouvait les déporter, qu'on pouvait les réduire en esclavage, qu'on pouvait faire de l'argent avec la douleur et la mort de personnes qu'on a choisi de ne pas considérer comme des personnes. Je crois que voici ce que je peux dire. Qu'est-ce que ça change ? Ça change qu'il faut construire le regard